Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Fréquence Populaire. Alors aujourd'hui, on a une immense chance car on accueille un grand monsieur, quelqu'un en tout cas personnellement que j'aime beaucoup, que je considère comme un ami et un mentor intellectuel. Il nous fait l'honneur d'être avec nous parce qu'il n'est pas là souvent, il est même souvent pas là, à Paris. Il a émigré, d'une certaine manière, en Grèce, sur l'île de Nissyros. Il est à peu près pour ceux qui connaissent, entre Kos et Rhodes, donc dans le Dodécanèse, Méditerranée orientale, quasiment en face des côtes de la Turquie. C'est quelqu'un qui connaît très très bien les Balkans, qui connaît très très bien la Grèce, on va en parler. Et j'ai l'immense honneur d'accueillir ici Olivier Delorme. Bonjour, merci d'être venu d'aussi loin. Merci Georges, je suis pas venu exprès pour parler ici. Je peux faire croire. J'ai le droit d'être de mauvaise foi. Mais je suis très très content d'être avec vous. Je vous suis depuis le début de l'aventure de République Souveraine et je suis un vieux gaulliste et un compagnon de route de votre entreprise et je répondrai toujours présent quand vous aurez besoin de moi, de mes conseils ou de mes analyses. Voilà. Eh bien, merci. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On en a justement besoin, puisque, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es agrégé d'histoire, tu as enseigné beaucoup, entre autres à Sciences Po. À Sciences Po pendant plusieurs années. Plusieurs années. D'ailleurs, et tu t'es plutôt tourné vers l'écriture ensuite, tant de livres d'histoire que d'essais ou de romans. Oui, j'ai travaillé à l'Institut Charles de Gaulle peu après mon agrégation et j'ai notamment organisé avec Bernard Tricot un grand colloque sur de Gaulle en 1990 à l'UNESCO. Et puis ensuite, effectivement, j'ai travaillé à la documentation française où j'ai fait des recueils de textes de géopolitique, de droit, d'histoire contemporaine. Et puis ensuite, je suis passé au roman. Et donc, je me suis installé à Nissyros pendant 2 ans. Je suis revenu en France. Et puis, j'ai écrit 3 volumes sur l'histoire de la Grèce et des Balkans chez Gallimard. Et puis voilà, et puis aujourd'hui j'ai choisi de vivre là-bas, dans ce pays qui est ma deuxième patrie et une patrie de cœur. Et puis un peu notre patrie à tous, compte tenu de notre passé gréco-romain. Bien sûr. J'allais y venir. Donc, en tant qu'historien, tu as écrit ce formidable La Grèce et les Balkans, dont tu as parlé, en 3 tomes. Je conseille vraiment à tous ceux qui veulent ou ont besoin de lire sur l'histoire de la Grèce et l'histoire des Balkans. C'est vraiment, ça fait partie des grands livres sur cette zone géographique. Alors des romans, un certain nombre. Ça a commencé avec Les Ombres du Levant, un peu avant le tournant du millénaire. Et le dernier en date, c'est celui qu'on voit ici, que je conseille vraiment à tout le monde, c'est formidable, Thémistocle. Donc, Thémistocle, grand stratège athénien à qui on doit la victoire de Salamine. Il y a une ligne, parce que dans Les Ombres du Levant, je parlais de la résistance grecque entre 41 et 45, et puis Thémistocle, c'est un peu le premier résistant, c'est-à-dire celui qui ne cède jamais devant les fausses fatalités et qui dit à ses compatriotes « rien n'est jamais perdu tant qu'on n'a pas décidé de perdre ». Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui va compter pour les institutions démocratiques athéniennes. Bien sûr. Puis en plus, c'est romancé, il y a une intrigue, une belle histoire d'amour. Donc, voilà, ceux qui On connaît plein de choses sur Thémistocle d'après les sources écrites, mais en même temps, il y a d'énormes trous. Donc pour le romancier, c'est un vrai bonheur. Parce qu'on peut à la fois faire un travail d'historien sur les sources et être très fidèle à la réalité et faire le portrait de ce résistant et de ce constructeur de la démocratie athénienne.
Et en même temps, les trous permettent de donner une grande liberté aux romanciers. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre pour ces deux raisons. Et puis, tu es également essayiste. Et entre autres, c'est le livre que j'ai choisi ici, puisque nous sommes dans une année d'élections européennes. C'est un livre qui date de 2016, mais qui est parfaitement d'actualité, donc on peut toujours le lire. C'est 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Enfin, plutôt de l'Union européenne, de facto. Oui. C'est pour sortir de l'Union européenne. C'est très très argumenté, c'est très intelligent. D'ailleurs, tu as travaillé avec des gens comme la regrettée et défunte Coralie Delhomme, qui est derrière toi, en portrait. Donc on va revenir là-dessus. Et très récemment, j'ai vu que tu avais participé à un livre sous la direction d'Éric Dénessé, qui s'appelle Dans le Haut-Karabakh, le livre noir. Le livre noir du Haut-Karabakh, oui. Où tu as écrit Grecs et Arméniens face à l'impérialisme turc de 1821 à nos jours. Oui. Puisque là, c'est encore un autre événement historique où on a récemment fait face à un retour de l'impérialisme, même ottoman, puisqu'ils sont... Néo-ottoman. Néo-ottoman, ils sont... Erdogan islamiste et néo-ottoman. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de pan-islamisme et de pan-turquisme auquel on devrait faire beaucoup plus attention qu'on ne fait. Mais on en parlera peut-être. Oui, on va en parler justement. Et donc là, on a eu un nettoyage ethnique parfaitement exécuté. 120 000 Arméniens ont été balayés et renvoyés en Arménie ou ailleurs. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Dans le passé récent, alors... Déplacement forcé de population. On n'en parle pas trop, mais ça fait écho à celui de 1995, l'opération Tempête. Où on a plusieurs centaines de milliers de Serbes qui sont dégagés de Krajina. Absolument. Cette fois-ci avec l'aide de l'OTAN. Et avec un tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui ne condamne pas ou qui blanchit le général Gotovina qui aurait dû être condamné. Mais bon, cette cour a fait tout au long de son histoire une justice de vainqueur et une justice totalement disproportionnée entre les Serbes d'un côté et les Kosovars et les Croates de l'autre. Et puis pour finir la présentation, tu es un grand gaulliste social. C'est un peu ton cap tout au long de ta vie et de ta carrière. Et donc tu es un patriote, même si tu regrettes, je crois fortement, un peu le délitement du pays et une sorte de marais dans lequel il est. Oui, je suis très malheureux de voir mon pays dans l'état où il est aujourd'hui, et je suis très malheureux de voir que des forces comme République souveraine ou comme d'autres qui prônent un sursaut ont pour l'instant très peu d'audience et n'arrivent pas à peser sur la marge des événements. Donc voilà. De Gaulle disait que l'histoire de France est une suite de très hauts sommets et de très profonds abîmes. Et, hélas, nous sommes dans un très profond abîme. Alors, j'attends le coup de pied ou le coup de talon au fond de la piscine qui nous remettra sur la route de ce qu'est la grandeur de la France et sa vocation universelle. Quelque chose me dit que ça va venir. Et qu'on a raison de s'accrocher comme certains seront accrochés à d'autres moments. Alors, ce qui fait que c'est un peu compliqué comme interview, parce que tu as l'approche de l'historien, de temps long, et l'observateur du quotidien de la politique. Engagé. Tu vois ce qu'est l'Union européenne, quels sont ses travers. Comme tu es beaucoup en Grèce et que tu connais ce pays depuis très longtemps, que tu écris dessus, tu as vu et beaucoup analysé ce qui s'est passé avec cette fausse gauche incarnée par Tsipras, qui a trahi, qui a signé un mémorandum pire que celui contre lequel il avait été élu. Pire que les deux précédents. Qui avait été élu. C'est le pistolet sur la tempe
de la Grèce. Alors moi, je le dis régulièrement, le référendum de juillet 2005, juillet 2015, c'était sûrement de loin un de mes moments de joie militante, parce que on avait tourné autour de l'Élysée où était à l'époque François Hollande en voiture, avec des drapeaux grecs et français en klaxonnant à tue-tête. Bon, un petit espoir à ce moment-là qui a vite été douché. Donc toi, tu étais observateur, tu as analysé tout ça. Il y a le Haut-Karabakh, On commence par quoi? L'Union européenne, la Grèce? Oh bah écoute, parce que tu veux, c'est toi qui mènes la danse. Je suis à ta disposition. Bon, on a une année d'élection européenne. Et la direction qui a été prise par l'Union européenne, c'est d'aggraver plus encore la fin de la démocratie dans les pays européens et de passer à un fédéralisme européen. Il y a eu un vote en ce sens au Parlement européen récemment. Ça passe par la proposition de suppression du droit de veto des États et de passer à une majorité qualifiée et de facto de donner à la Commission européenne non élue un rôle de gouvernement exécutif. Et on peut supposer qu'Emmanuel Macron envisage de devenir le premier président de cette nouvelle Europe qui serait absolument et totalement supranationale. Alors, est-ce que tu penses que là, on est face à une situation où l'Union européenne, non seulement fait la politique des petits pas, mais veut faire cette fois-ci la politique du très grand pas? Oui, c'est-à-dire que si tu veux, on a en face de nous une Union européenne qui est en échec sur tous les plans. Elle est en échec sur le plan géopolitique parce que 27 voix entre lesquelles il faut faire des compromis pour prendre une position, ça ne fait jamais une position et ça fait toujours un compromis mou que les hauts représentants à la politique extérieure expriment de manière qui font de cette Union européenne qu'elle n'est plus du tout, qu'aucun pays européen n'est plus du tout un acteur qui compte sur la scène mondiale parce que on a abdiqué, on a étouffé les politiques étrangères nationales dans ce magma européen, et que ce magma européen ne fait jamais une politique, mais fait un ensemble de compromis. Alors, si on fait... Elle est en échec là-dessus. Elle est en échec sur le plan économique. Je veux dire, on voit aujourd'hui les agriculteurs, les traités de libre-échange qui ont été signés dans la plus grande opacité, sans aucun contrôle démocratique derrière, nous mènent à, après avoir liquidé notre industrie, à liquider notre agriculture. Et le mouvement des agriculteurs qu'on voit ces jours-ci, c'est bien le résultat de ces politiques européennes. Et elle est en échec sur le plan politique. On voit bien aujourd'hui que dès qu'un peuple vote de travers, on le piétine, on le fait revoter, ou on lui impose des conditions pour obtenir des crédits qui font que ces gouvernements sont obligés de faire une politique contraire éventuellement à celle sur laquelle ils se sont fait élus. Donc, si tu veux, elle est en échec sur tous les plans. On le voit bien avec la guerre d'Ukraine. Je veux dire, elle est incapable de faire autre chose que du suivisme des Américains. Elle paye. Quand on lui dit de payer, elle va payer telle ou telle chose sur l'injonction des États-Unis. Mais elle est incapable de la moindre volonté. Et donc on pense dans les milieux européistes qu'on va sortir de cet échec par une fuite en avant. C'est-à-dire que c'est l'éternel problème des pouvoirs politiques qui sont en échec. Ils pensent qu'on n'est pas allé assez loin dans un processus. Si tu veux, ça me rappelle
moi qui suis déjà d'un certain âge, à un moment du système soviétique où on disait ah bah oui, mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de socialisme et qu'il faut aller plus loin. Donc voilà, ils sont dans cette fuite en avant et ils veulent aujourd'hui construire une Europe fédérale contre les peuples. Parce que les peuples n'en veulent pas, et si on disait aux peuples là où on veut les mener, évidemment ils diraient non. Mais ce qu'on appelle la méthode Monnet, depuis le début de la construction européenne, c'est de multiplier les petits pas, de multiplier les petits faits accomplis, de sorte que il soit impossible de revenir en arrière par des moyens démocratiques, sans pour autant qu'on dise jamais quel est le but, et sans pour autant que les peuples ne puissent jamais se prononcer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur sur ce vers quoi on veut les mener. Hein. Et ben voilà, on est probablement à ce point de bascule. Et si on se laisse aller dans cette affaire, ben ça sera un peu plus difficile encore d'en sortir. Mais on voit bien, si tu veux, notamment avec la commission von der Leyen, qu'il y a une accentuation de ces faits accomplis antidémocratiques. Je veux dire, von der Leyen, depuis qu'elle est là, ne cesse de faire, alors on avait dit ça du général, mais un coup d'État permanent. C'est-à-dire que elle usurpe des pouvoirs qu'elle n'a pas. Hein, sur la négociation Pfizer, où il y a théoriquement maintenant une enquête du parquet européen, mais également sur la signature l'été dernier d'un accord avec la Tunisie, dont les États n'ont pas été informés, qui n'a suivi aucune des voies qui étaient normalement, aucune des étapes qui étaient normalement nécessaires pour pouvoir signer ce protocole. Et derrière, les États membres ont provoqué. Donc on voit bien que von der Leyen a été comment dire, une marche supplémentaire vers cette fédéralisation qui ne dit pas son nom, et sur laquelle on ne consultera probablement pas les peuples. Donc il faut aujourd'hui mettre un coup d'arrêt à ce processus. Je crois ils en ont eu assez. À chaque fois qu'ils ont fait un référendum, les peuples leur ont dit non. Ah oui. Donc ils veulent plus organiser de référendum. Donc tu sais, les Irlandais, on les a fait voter à chaque fois qu'ils avaient dit non. On s'est assis sur le référendum français, sur le référendum néerlandais, sur le référendum grec, j'en parle même pas. Je dirais, voilà, donc chaque fois, et puis chaque fois que les peuples tentent de se dégager de cet étau, on les remet dans cette prison, dans ce droit chemin selon lequel l'idée selon lequel il faut faire le bonheur des peuples malgré eux, et que on sait mieux qu'eux la manière de faire leur bonheur. Et donc si tu veux, tout est là, mais tout était en germe dès le départ. Alors De Gaulle a cru qu'il allait pouvoir endiguer cette marche, et ça a été ça a été toute la philosophie de la crise de la chaise vide qui a abouti à ce droit de veto. C'est-à-dire que on a décidé avec le compromis de Luxembourg qu'il faudrait négocier sur les intérêts
importants de chaque pays, jusqu'au moment où ces pays se mettraient d'accord. Et donc, que s'ils n'étaient pas d'accord sur leurs intérêts fondamentaux, ils avaient le droit de s'opposer à une discussion. Si on fait sauter ça, on n'aura plus aucun moyen de défendre nos intérêts nationaux. Parce que le système de vote qualifié fera que l'Allemagne, avec sa clientèle d'Europe centrale, ne sera jamais mise en minorité, parce qu'elle a un réseau de pays qui lui permettra d'aboutir à une décision, de s'opposer à toute décision qui irait contre ses intérêts nationaux, alors que qu'en plus, elle tire déjà largement les ficelles à Bruxelles. Bien sûr. Il suffit de voir comment se passent les sommets européens. La question est celle-là, c'est-à-dire que l'Allemagne a construit, après la chute du mur, un système de clientélisme avec les États d'Europe orientale, qui fait que elle aura toujours la majorité qualifiée pour s'opposer à une décision qu'elle considérera contraire à ses intérêts, alors que la France sera obligée d'accepter les décisions parce qu'elle n'aura pas le quota de voix pour s'opposer à des décisions qui seront contraires à ses propres intérêts nationaux. Donc tout ça est un marché de dupes que M. Macron, par idéologie, sera évidemment... acceptera, évidemment. C'est-à-dire que, de toute façon, depuis qu'il est là, il défend pas les intérêts nationaux, et ses prédécesseurs pas davantage, et que lui veut construire la souveraineté européenne. Voilà. Il l'a dit clairement. Mais oui, mais souveraineté européenne, ça existe pas, tu sais. Voilà, c'est pas ici que je vais dire ça. Mais... Non, mais c'est intéressant de le rappeler. C'est-à-dire que c'est un des rares présidents qui fait ce qu'il a promis. Oui, absolument. Il est élu, et il dit on va construire la souveraineté européenne. Il est allé en Grèce expliquer aux Grecs. Absolument. Et avant, il a fait la Sorbonne. Et puis avant, devant les ambassadeurs français, que l'objectif, c'est la construction de la souveraineté européenne. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans ton analyse, c'est que tu fais alors, je me souviens, tu le faisais déjà dans les 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Tu faisais un comparatif avec l'URSS déclinante, que moi j'ai connu un petit peu, et c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a cette, en particulier sur les questions d'ordre économique, cette incapacité à penser le monde autrement, et malgré que tout s'effondre, de continuer à faire la même chose que ce qui était fait la veille. Là récemment, au Bundestag, la ministre de l'économie allemande a confirmé que son pays était en récession, confirmer qu'il y avait un processus de désindustrialisation en raison principalement de l'augmentation du coût du gaz, et qui sont bien embêtés avec leurs agriculteurs, même si ce n'est pas le problème essentiel, comme le dit notre camarade Philippe Grégoire, mais eux, ils ont, dans le cadre de ce système, ils veulent des cotes, des baisses de prix sur le diesel, mais là, c'est plus possible parce que il est un peu plus cher, même beaucoup plus cher. Et pourtant, il continue. Mais il faut quand même dire que la PAC dont on parle aujourd'hui, De Gaulle l'a obtenue à la suite d'un bras de fer, parce que on avait la première agriculture en Europe, et comme on n'avait pas la première industrie, De Gaulle a absolument voulu que l'agriculture rentre dans le marché à commun pour qu'elle ait les mêmes avantages compétitifs par l'abaissement des frontières douanières internes, parce qu'à l'époque, il y avait le principe de la préférence communautaire et le principe de la barrière douanière externe, qui ont sauté toutes les deux depuis l'acte unique. Hein, c'est même pas Maastricht, c'est l'acte unique européen et du sinistre Jacques Delors. Jacques Delors, 1986. Qui a été l'artisan de ça. Donc, si tu veux, l'agriculture française, elle a vécu avec cette PAC que De Gaulle, Pisani, Couve de Murville avaient arraché aux autres partenaires européens. Et dès que De Gaulle a été parti, ou peut-être pas dès que De Gaulle, mais à partir de Giscard en réalité, cette PAC, elle est partie en petits morceaux et elle a été
démantelée et dénaturée sous la pression des agricultures industrielles allemandes et néerlandaises qui ont complètement changé sa philosophie. Et aujourd'hui, si on ne renationalise pas notre politique agricole, si on ne reprotège pas nos agriculteurs, si on ne leur garantit pas des prix, c'est la seule manière de garantir leurs revenus, c'est de garantir des prix. Mais ça implique de sortir totalement du libre-échangisme européen. Donc si tu veux, on est dans cette situation aujourd'hui où on est dans une impasse. Alors c'est très bien de manifester, mais il faut voir quelles sont les causes. Et en réalité aujourd'hui, les agriculteurs allemands, ils sont prisonniers de leur propre de ce que l'Allemagne a fait en dénaturant la politique agricole commune. Alors, je reprends ton livre et la conclusion. Ce qui est intéressant, c'est de voir avec l'évolution de cette Union européenne. Tu écrivais dans la conclusion, tu rappelais que les juges de la cour de Karlsruhe, une sorte de conseil constitutionnel allemand, avaient bien dit qu'il n'y a pas de peuple européen et que, in fine, c'est les peuples de chaque pays qui comptent. Tu concluais que ça serait difficile d'avoir... Enfin, c'est la raison pour laquelle il ne pourrait pas y avoir de fédéralisme européen, qui ne pourrait pas advenir. Tu as parfaitement raison, et puis la cour de Karlsruhe a parfaitement raison, et pourtant, là, ils sont en train de faire un push contre les peuples sur la mise en place d'un fédéralisme. Tu parlais de coup d'État. Enfin, que fait von der Leyen, c'est des coups d'État institutionnels régulièrement. Là, ils vont passer à la vitesse au-dessus. C'est malgré ton analyse juste, il semble qu'ils vont faire. Oui, alors, si tu veux, il va falloir voir, parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui contrairement au Conseil constitutionnel français, est une vraie Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est pas une maison de retraite pour anciens premiers ministres condamnés voilà. Donc si tu veux, c'est pas les pattes de la politique française. C'est une cour composée de juristes qui disent le droit et qui regardent ce qu'est la Constitution allemande. Et les Allemands jusqu'ici n'ont jamais accepté la supériorité du droit européen sur leur propre Constitution, contrairement à ce qu'on fait chez nous aux capitulations que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont accepté il y a déjà maintenant très longtemps, trop longtemps. Donc si tu veux, pour l'instant, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, elle empêche ça. Donc on va voir quelle va être la situation politique en Allemagne. Il faut voir quand même aujourd'hui que en Allemagne, les deux partis qui ont gouverné en alternance n'arrivent plus à recueillir de majorité, qu'on a des gouvernements de coalition qui sont des gouvernements extrêmement faibles, et que si on regarde les sondages aujourd'hui, on a la montée d'un côté de l'AfD, qui est totalement hostile à cette évolution, et de l'autre côté, la montée d'un tout petit nouveau parti de Sarah Wagenknecht, qui semble faire un départ sur les chapeaux de roue, et qui est également vent debout contre ce type d'évolution. Et puis on a quand même, alors c'est loin d'être ma tasse de thé, mais je dirais la Hongrie, il y a un certain nombre de pays quand même qui probablement vont essayer de freiner ce processus. Donc on va voir. Si on va dans cette direction-là, c'est évidemment catastrophique. Quelles vont être les forces de rappel? Si tu veux, le gouvernement socialiste, libéral, écologiste allemand aujourd'hui, il est dans une situation extrêmement compliquée,
peut-il faire ce saut-là alors que l'AfD est à 30%, menace de dépasser la CDU, pas la CDU-CSU, mais la CSU bavaroise est quand même pas non plus très fédéraliste. Donc si tu veux, il y a une situation, et elle a des alliés en Bavière qui sont pas fédéralistes non plus. Donc si tu veux, il y a des forces de rappel qui sont pas négligeables, et il va falloir voir comment tout ça va s'organiser dans les mois et dans les années qui viennent avec les élections allemandes qui interviendront, je crois, l'année prochaine ou dans 2 ans. Et puis les élections européennes de cette année, les élections européennes ne servent à rien, on sait très bien, le Parlement n'est pas un Parlement, c'est une assemblée délibérante qui est entre les mains des lobbies économiques et qui n'a pas de pouvoir, et qui n'est pas une vraie assemblée démocratique, qui n'a pas le pouvoir de voter le budget, qui n'a pas le pouvoir d'amendement, qui n'a aucun des pouvoirs d'un vrai Parlement. Et il porte ce nom de Parlement par excès de langage, mais ces élections sont importantes, pas par les gens qu'on va envoyer au Parlement, qui de toute façon n'a aucun pouvoir, mais pour que les peuples puissent dire qu'ils ne veulent plus de cette fuite en avant, cette fuite en avant fédéraliste. Alors on va voir comment tout ça va s'organiser. Dans le livre, tu parlais également de l'hypothèse que l'Allemagne s'était d'une certaine manière constituée au sein de l'Union européenne, une sorte d'impérium. Et d'ailleurs, c'était Sarah Wagenknecht qui, à plusieurs reprises au Bundestag, disait c'est la politique de la Mitteleuropa, c'est-à-dire la stratégie réalisée pour une fois, voulue par Bismarck, à savoir l'inféodation géopolitique et économique d'un morceau de l'Europe, en particulier l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, puisque le capital allemand, malgré ces difficultés du moment en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le fait qu'ils n'aient pas de gaz, a quand même, le capital allemand contrôle de facto l'économie d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, ont une possibilité, eux, de plan B. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir et refaire une petite Europe de l'Est centrale, solide économiquement et totalement inféodée à l'impérium. D'ailleurs, puisqu'on parle de Thémistocle, tu le comparais de manière tout à fait originale mais juste avec la Ligue de Délos, pour ceux qui connaissent, et Athènes. On avait fait une interview avec Coralie sur son blog, où effectivement elle m'avait fait développer ce parallèle entre la Ligue de Délos et l'Union européenne. La Ligue de Délos commence par une alliance entre cités égales entre elles, ayant chacune une voix et pour se protéger des Perses. Voilà, pour se protéger des Perses. Et puis en réalité, au fur et à mesure, c'est la puissance dominante qui transforme cette alliance entre cités égales en imperium, en empire, et notamment par des moyens financiers. C'est-à-dire que le moment de bascule, c'est le moment où les Athéniens vont transférer le trésor de la Ligue de Délos sur l'Acropole. Et à partir de ce moment-là, ils sont maîtres du tribut que les Alliés ont choisi de verser plutôt que de participer eux-mêmes à la défense et fournir des bateaux et des hommes. Ils préfèrent payer, et là, la Ligue de Délos se transforme en impérialisme athénien, qui va être de plus en plus pesant. Mais sur l'Allemagne, si tu veux, le modèle sur lequel s'est construit cet impérium, et qui a fait le succès de l'industrie allemande,
ce succès de l'industrie allemande, il marche sur deux pieds. Il marche sur la sous-évaluation de l'euro pour l'Allemagne, parce qu'on a fait l'euro, cette monnaie absolument suicidaire, absolument suicidaire pour nous, dans laquelle les pays du Sud avaient une monnaie surévaluée, et les Allemands et les Néerlandais et les Autrichiens avaient une monnaie sous-évaluée, ce qui leur a donné 25 ans d'avantage compétitif vis-à-vis de leurs partenaires de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils ont pu plus facilement nous exporter des choses parce que cette monnaie, on l'a payée moins cher que si on avait dû payer en marques, donc ils exportaient plus facilement et vers l'extérieur de l'Union européenne. Donc si tu veux, on s'est ruiné nous-mêmes et on s'est dit, quand j'entends aujourd'hui nos responsables politiques chouiner sur la désindustrialisation, je veux dire la désindustrialisation, ils l'ont pilotée en donnant un avantage compétitif à l'Allemagne avec cette monnaie sous-évaluée pour eux, surévaluée pour nous. Nous, on a couru depuis 25 ans la course industrielle avec un boulet au pied, et les Allemands ont couru la même course avec un petit moteur avec un petit réacteur dans le dos grâce à cette monnaie. Donc là, ça a été un des piliers de la réussite allemande ces 25 dernières années. L'autre pilier, c'est qu'après la chute du mur, ils ont mis en place un système industriel dans lequel ils font produire des produits semi-finis dans les pays d'Europe de l'Est, ce qui donne de l'emploi aux pays d'Europe de l'Est, qui leur a permis d'élever leur niveau de vie, etc. Puis ils ont fait venir ces produits à bas coût dans leurs usines, avec leurs ouvriers qui font la valeur ajoutée à partir de produits semi-finis à bas coût, ce qui fait que derrière leurs produits sont plus compétitifs. Donc si tu veux, il y a eu une chaîne de production qui s'est mise en place avec l'exploitation des masses ouvrières de l'Europe de l'Est, qui leur a permis de maintenir leur industrie. Alors ça, c'est en train de se terminer, parce que leur gouvernement a pris une position stupide au regard de leurs intérêts nationaux dans la crise ukrainienne, et que en se privant du gaz russe et en étant obligés d'avoir une augmentation du gaz, puisque c'était n'ayant plus de nucléaire ils ont aujourd'hui un mouvement de délocalisation, c'est-à-dire que leurs industries partent s'installer aux États-Unis, ou une partie de leur industrie partent s'installer aux États-Unis, où ils ont du gaz de schiste pas cher, ou moins cher que le gaz qu'ils ont aujourd'hui en Allemagne. Donc voilà, là encore, on va voir, si tu veux, l'histoire n'est jamais finie, et du coup, ce modèle économique qui a fait leur réussite dans les 25 dernières années, il est aujourd'hui remis en cause par cette augmentation du prix du gaz. Donc on va voir comment tout ça va tourner, mais c'est pas clairement aujourd'hui la société allemande va mal. En plus, c'est une société vieillie et donc dans laquelle les piliers de la puissance, enfin en tout cas le pilier industriel du mode de production industrielle, la chaîne de production industrielle qui a été mise en place après l'effondrement du mur, elle est aujourd'hui en crise du fait de l'augmentation du coût de l'énergie due à la politique du gouvernement allemand dans cette crise ukrainienne. Alors justement, tu parles de cette crise ukrainienne, dont un des ressorts, on en parle trop peu, et toi tu en as très bien parlé dans ce livre, c'est que cette Union européenne, elle est quand même largement construite au service d'une oligarchie
qui tire un avantage en mettant en concurrence, en dumping social, les peuples les uns contre les autres. Et l'Ukraine, à ce titre, en dehors des conflits géopolitiques, apparaît comme un Eldorado. C'est-à-dire qu'on a, avant le conflit, maintenant ça doit être pire, mais on avait un salaire moyen qui était en dessous des 300 euros, donc inférieur à celui de la Chine, alors que c'est juste à côté. Dans une continuité continentale, il n'y a pas besoin de prendre de bateau. D'excellentes terres agricoles, pour le coup des agriculteurs encore plus exploités. Donc c'était le levier idéal pour finir de s'aborder toute l'industrie, mettre en concurrence les misères et s'aborder l'agriculture. Oui, bien sûr. On est... Mais si tu veux, c'est le processus européen depuis très longtemps qui consiste à mettre... qui consiste... Encore une fois, si tu veux, au départ... le marché commun, et c'est pourquoi De Gaulle l'a accepté, et il l'explique dans ses mémoires d'espoir, il l'a accepté parce que il n'y avait pas la supranationalité qu'il y avait dans le traité de CECA, ou dans le traité de CED qu'il avait fait échouer avec les communistes. Donc il n'y avait pas cet élément supranational, ou en tout cas Communauté européenne de défense, ceux qui ne voient pas, de 54. Qui a échoué avec une alliance entre gaullistes et communistes, plus quelques socialistes et radicaux qui ont fait échouer sous le gouvernement Mendès France que j'ai derrière moi ce projet de CED. Mendès France étant lui-même... Enfin, il y a un très beau discours sur ce que l'Europe de janvier 57, oui. dont Seguin est une sorte d'écho. Voilà, il faut vraiment les mettre en parallèle, c'est extraordinaire. Oui, absolument. Donc De Gaulle a accepté parce qu'il n'y avait pas la supranationalité, parce que il y avait la préférence communautaire, c'est-à-dire qu'à prix égal, on préférait acheter à l'intérieur qu'à l'extérieur, et parce qu'il y avait le tarif extérieur commun. Or aujourd'hui, le tarif extérieur commun, la préférence communautaire ont disparu, et on va, comme tu l'as dit, vers davantage de supranationalité, parce que on a des idéologues qui sont au pouvoir. Voilà, donc si tu veux, aujourd'hui, on est dans un piège avec cette Europe. Je viens d'écrire, je viens de finir pour le prochain numéro de Front Populaire un article sur pourquoi il faut en sortir au plus vite. Mais il faut en sortir au plus vite parce qu'on est en train de se ruiner, parce que notre démocratie est en train de mourir, et parce qu'on ne compte plus dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, la France qui avait un potentiel d'écoute dans le monde parce qu'elle avait une politique étrangère indépendante, non alignée, que ce soit vis-à-vis de l'URSS, de la Chine, à l'époque du conflit du Proche-Orient, etc., dont la parole pesait bien plus que son poids démographique ou économique. Aujourd'hui, elle ne compte plus pour rien, et elle est moquée, voire détestée, parce que on ne déteste que ce qu'on a aimé. Bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, comme on attend que la France continue à tenir le discours qu'elle tient, mais qu'elle tient aujourd'hui un discours totalement aligné, elle se trouve encore plus détestée que les autres occidentaux dont on n'attendait rien d'autre que l'alignement sur les États-Unis. Donc si tu veux, on a aujourd'hui, on aurait aujourd'hui tout intérêt à sortir de ce carcan et le plus vite possible. Donc il est encore plus urgent qu'avant de sortir de l'Union européenne. Est-ce que, puisqu'il y a des débats chez ceux qui défendent la souveraineté, sortie, pas sortie, et de quelle manière, Coralie Delhomme, j'avoue que j'ai un petit penchant pour ça. Elle disait après analyse qu'en fait il faut détruire ce machin totalement. C'est pas juste en sortir, c'est le pas au-dessus, c'est tout s'aborder. De toute façon, a priori, la sortie de la France de l'Union européenne entraîne un capout généralisé.
Donc on en est là, c'est ça, d'une manière ou d'une autre, en fonction du rapport de force, c'est le pas à faire. On a beaucoup parlé de ça avec Coralie, et notamment au moment de la crise grecque, parce qu'on espérait, et l'un et l'autre, que... Vous n'étiez pas les seuls à avoir ces espoirs. Voilà, non, mais c'est à l'époque où on s'est connus et où on a beaucoup parlé ensemble. Et donc, et ensuite, elle m'a dit, ça ne pètera jamais par la périphérie, ça pètera par le centre, ou ça ne pètera pas. Et donc, donc, c'était son analyse, c'était que ça pèterait quand ça ne correspondrait plus aux intérêts allemands. Voilà. Donc peut-être qu'on se rapproche de ce moment-là. On verra. En tout cas, je veux dire, si la France rétablit, si tu veux, moi, le discours sur le sexe des anges, faut-il Frexit, l'article machin chose, etc. Tout ça, ça m'intéresse très moyennement. Je pense que un gouvernement de salut public et de redressement national qui arriverait au pouvoir, il aurait deux choses à faire immédiatement. Dire on ne reconnaît plus la Cour européenne de justice comme un législateur délirant. On rétablit la primauté du droit national sur le droit européen, et on refuse de payer les amendes évidemment, et puis ensuite on dénonce les traités de libre-échange, on en sort, etc. Je veux dire, la France n'est pas une petite fille qui demande des autorisations. Je veux dire, à partir du moment où elle a décidé que cette chose ne considérait plus à ses intérêts, voilà, elle fait péter le système, et puis on n'en parle plus. Je veux dire. Mais tout ça demande de la volonté politique, demande de la pédagogie, parce qu'il faudra expliquer aux gens pourquoi on les a enfermés depuis 40 ans, 50 ans dans une impasse. Et pourquoi au nom de cette Europe, on est en train de sacrifier tout ce qui a fait la manière de vivre, probablement une des plus égalitaires et une des plus heureuses de l'histoire de l'humanité, même si rien n'est jamais parfait et que les inégalités, évidemment, sont toujours à combattre. Mais voilà, aujourd'hui, on est en train de passer tout ça par-dessus bord. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut maintenir notre mode de vie, notre parole dans le monde, notre capacité à nous nourrir, ou est-ce qu'on veut devenir un nouveau tiers-monde ? Parce que, si tu veux, c'est ça qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est-à-dire que au nom de l'Europe, on est en train de sacrifier tout ce qui a fait cette société d'après-guerre, qui faisait marcher ensemble un capitalisme régulé et un État social développé. Voilà. Donc, Bon, en tout cas, c'est à peu près le programme que nous, on a aussi de gouvernement de salut public et de redressement national, comme tu dis fort bien. Malheureusement, il se fait que ce sont des êtres humains, en l'occurrence les Français, qui votent, et que l'idéologie européiste a été quand même bien gavée, comme pour des oies. J'en veux pour preuve, ma fille, j'ai des filles, je suis leur programme d'histoire, et la comparaison avec la Russie est assez intéressante, avec l'URSS est assez intéressante, parce qu'on a un programme d'histoire qui s'affaisse, comme le français et les mathématiques, où des pans entiers de l'histoire de France, comme le 19e siècle, sont à peu près inconnus de nos étudiants. Par contre, on a des pavés sur la construction européenne, et toujours sous un angle parfaitement schtroumpfesque, si on peut dire. Tout était bien, et Jean Monnet, c'est une sorte de Gandhi, voilà, tout est magnifique et beau. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de proposer une autre organisation de l'Union européenne, et en se reposant sur ce qu'avait fait le De Gaulle, avec le traité de l'Élysée, le plan Fouché, c'est-à-dire une Europe des nations,
puisqu'il faut organiser une coopération entre les peuples. Oui, bon, voilà. Si tu veux, moi, il y a un modèle. Mais je le dis là-dedans, il y a un modèle qui me convient parfaitement. C'est le modèle de l'Agence spatiale européenne, qui a fait des réalisations absolument extraordinaires, qui fait que chaque pays qui participe à cette agence choisit les domaines de coopération dans lesquels elle veut mettre le paquet. Il y a un tronc commun, voilà, il y a un tronc commun qui est le programme scientifique de l'agence. Puis après, chaque État met de l'argent, choisit les coopérations renforcées sur lesquelles il considère que ça correspond à ses propres intérêts. Et il reçoit en réponse des commandes industrielles proportionnelles à l'argent qu'il a mis. Voilà. Et là, si tu veux, on a, comme on dit aujourd'hui en mauvais français, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on est ensemble pour ce qu'on fait mieux à plusieurs que tout seul. Et puis, pour le reste, on défend nos intérêts nationaux et on a des retours sur investissement. Mais De Gaulle a fait ça avec le Concorde ou avec d'autres Airbus, des coopérations ciblées sur telle ou telle chose. Et ça marche. Bon, voilà, ça marche. Mais ce machin totalement technocratique, aligné sur les États-Unis, qui n'a jamais été, ça n'a jamais été une construction européenne, ça a été une construction atlantique. Donc là aussi, si tu veux, c'est pour ça qu'était intéressant le traité de l'Élysée, le premier, celui de De Gaulle et Adenauer, où De Gaulle disait il faut pas qu'il y ait le GATT, c'est-à-dire l'OMC, c'est-à-dire la libre-échange, il faut pas qu'il y ait les États-Unis, et donc il faut pas qu'il y ait l'OTAN. Oui, mais Adenauer a signé ça contre ses propres ministres. Et le Bundestag. Le ministre des Affaires étrangères était furieux d'être obligé de signer ce traité. Et dès que Adenauer est rentré, on lui a dit on va ratifier, mais on va ratifier en mettant le préambule qui vide tout, et puis vous allez démissionner. Et on a remplacé Adenauer par le nom m'échappe sur l'instant, qui était l'homme des Américains, qui avait géré la bizone voilà, et qui était un francophobe absolument diplômé. Donc si tu veux, tout ça, alors ça me fait beaucoup rire quand on fait le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, etc. Mais le traité de l'Élysée était une volonté de Gaulle partagée par Adenauer, et toute la classe politique allemande s'est entendue pour le saborder. Donc si tu veux, il faudrait enfin regarder les choses telles qu'elles sont plutôt que telles qu'on aimerait qu'elles soient. Alors les choses telles qu'elles sont, pour finir cet entretien, parce que tu nous viens de ce magnifique pays qui est la Grèce, où il fait doux vivre, mais où la vie est difficile pour beaucoup. Quid depuis tu sais que je ne sais quel aréopage d'économistes de carnaval ont décidé que la Grèce était championne de l'économie pour l'année 2023 et qu'il y avait des perspectives absolument mirifiques. Voilà, donc tout va bien. C'est le cirque, comme tu dis. Voilà, donc alors ça m'a rappelé, si tu veux, parce que 2 ans dans la Grèce et les Balkans, je commençais le chapitre sur la crise grecque par le rapport de l'OCDE sur l'économie grecque 2 ans avant la prétendue crise grecque. Et donc, l'économie grecque décrite par l'OCDE 2 ans avant était une espèce d'Eldorado fantastique avec des perspectives de croissance extraordinaires et tout allait bien. Voilà. Donc si tu veux, alors aujourd'hui on en est revenu à ça, c'est-à-dire que tout va bien. Bon, voilà. Alors tout va bien, mais
le PIB est toujours 20% en dessous de ce qu'il était avant la crise. C'est-à-dire que on est en 2024, ça a commencé en 2008. On n'a toujours pas rattrapé le niveau de PIB de 2008. On est toujours 20% en dessous. Et comment va l'hôpital alors, les services publics en général le taux de chômage est au-dessus de 10%. Alors que beaucoup de jeunes ont quitté le pays. Alors, 500 000 dans un pays de moins de 11 millions d'habitants. Donc 500 000, tu fais le rapport avec ce que serait l'immigration. C'est plus de 3 millions de Français qui partent. Jeunes, en plus. Les plus jeunes, les plus diplômés, les plus qualifiés. Les plus jeunes, ça veut dire derrière, ceux qui font le plus d'enfants. C'est-à-dire que derrière, on a un effondrement de la natalité qui est digne d'un état de guerre. C'est-à-dire que tu as la mortalité a bondi parce qu'effectivement les gens ont de grandes difficultés à se soigner. Le salaire minimum en Grèce, là, vient de rattraper le niveau de 2008. Tout juste. À parité d'achat. Oui. Non. Même pas. Non. En valeur absolue. Mais entre-temps, il y a eu une inflation. Ah bah, il a rien rattrapé du tout. Ah mais non, il a rien rattrapé du tout. L'inflation en 2023 a été de 11%. Non, en 2022, de 11%. Et de 3,5%. Donc, si tu veux, en valeur nominale, le SMIC est aujourd'hui au niveau, un petit peu au-dessus du niveau de 2008. Alors que les prix ont augmenté, le prix de l'électricité a augmenté de 40%. Donc, si tu veux, il y a eu une paupérisation massive. On a un pouvoir d'achat divisé par 2, quoi. Oui, on a une paupérisation massive. On a 30% de la population qui va bien. Il y a 30% de la population qui a plongé sous le seuil de pauvreté. Et il y a 30% de la population qui est autour du seuil de pauvreté. Et tout ça, ça n'a pas changé depuis 10 ans. Ah, pour quel résultat ? Parce que le résultat, le prétexte, c'était la dette. Hein ? Quand tout ça a commencé, quand les agences ont dégradé, ce qui a fait s'envoler les taux d'intérêt, la dette grecque était autour de 110% du PIB. 2008, on est en 2024, elle est à 170% du PIB. Elle est montée à 220% du PIB. Donc si tout ça est un échec total. Et le Pirée a été vendu aux Chinois. Ah ben non, mais pas que le Pirée. Toutes les infrastructures. Les trains sont passés, les trains ont été achetés par les Italiens. EDF a acheté des champs de plaques solaires. Les Allemands ont obtenu la part du lion. C'est-à-dire que les infrastructures, un grand nombre d'infrastructures ont été vendues aux Allemands, notamment les aéroports de province qui étaient les plus rentables, une vingtaine, sont passés sous le contrôle de la société allemande Fraport. Le contrat de concession a été signé par Tsipras. Et donc, ce contrat de concession des aéroports, c'est les plus rentables, si tu veux. Rhodes, Kos, Mykonos, Santorin, Chania en Grèce. Qui vivent du tourisme, quoi. Oui, c'est ceux qui rapportent de l'argent. Donc on a privatisé, on a donné ça à la société allemande. Alors la société Fraport, épinglée dans les Panama Papers pour la délocalisation de ses bénéfices dans les paradis fiscaux. Et la cerise sur le gâteau, si tu veux, le contrat de concession signé par Tsipras prévoyait que s'il y avait une baisse de trafic, l'État grec payerait un dédit à la société. Et donc,
quand la crise du Covid s'est déclenchée, Fraport est allé toquer à la porte du gouvernement grec, qui a été obligé d'aligner plusieurs milliards qui sont partis en Allemagne et d'Allemagne dans les paradis fiscaux, parce que la concession, le contrat de concession prévoyait que le gouvernement compenserait les pertes d'exploitation dues à un effondrement du trafic. Donc, Donc on va à l'encontre d'une décision du peuple en 2015 quand il dit non. Il s'ensuit tout ça pour éponger une dette qui est pire qu'elle était avant. La jeunesse diplômée s'en va, quitte le pays. Il y a 30% de pauvres et puis encore 30% qui sont comme ça à survivre. Là, le pouvoir d'achat réel a chuté considérablement. C'est effondré. Tout a été vendu. Tout a été vendu. Alors, le gouvernement actuel continue à vendre ce qui reste, mais il reste plus grand-chose. Hein. Et tout ça imposé en particulier par un pays, l'Allemagne, qui visiblement a oublié que après avoir détruit les 3/4 de l'Europe, on s'est dit pour éviter que les choses n'aillent mal une nouvelle fois, on leur a effacé d'un coup de crayon toute la dette. Mais eux, par contre, ils exigent que les... Et puis, ils n'ont jamais remboursé, les Grecs pour la destruction totale du pays, puisque avec la Yougoslavie et la Russie et la Pologne, la Grèce a été le pays le plus détruit dans ses infrastructures, son économie, etc. Et puis l'or grec de la Banque centrale avec le gouvernement allemand qui dit « Ah, mais c'était pas nous, c'était un autre gouvernement, c'était les nazis ». Donc voilà. Alors, si tu veux, après, quelles sont les conséquences politiques de ça? Parce que grande désillusion après Syriza. Alors, la première conséquence politique, c'est un effondrement de la participation électorale. Donc, on avait un pays qui est revenu à la démocratie en 1974, qui votait à plus de 80%. Parce qu'avant, pour ceux qui ne savent pas, il y avait la dictature des colonels. Voilà, il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une guerre civile extrêmement dure, puis un régime ce que j'appelle de démocratie blindée, c'est-à-dire une apparence de démocratie avec un règne de la droite, avec un petit intermède centriste en 65. Et puis, de 67 à 74, une dictature militaire. Et donc, quand la Grèce revient à la démocratie en 74, en réalité, la première fois depuis 34, puisqu'il y a un premier coup d'État en 34, donc entre 34 et 74, entre 1934 et 1974, la Grèce passe d'une dictature à l'occupation, à une guerre civile, à un régime blindé, puis à une dictature. Et donc, elle sort de ce cycle infernal en 74. Et donc là, si tu veux, c'est un pays extrêmement politisé. Et un pays dans lequel on vote massivement. On est allé jusqu'à des taux de participation aux législatives à 84-85%. Voilà. Et donc, à partir de la trahison de Syriza, on a un effondrement de la participation électorale. Et aux dernières élections qui ont lieu en juin 2023, on a une participation qui est à peine supérieure à 50%. Donc, si tu veux, l'électorat de gauche s'abstient en grande partie, parce qu'ils considèrent qu'ils ne veulent pas voter à droite. Plus les jeunes sont partis. Oui, alors plus les jeunes sont partis, mais en même temps, ils ont ouvert ce qui n'existait pas avant, et ils ont ouvert le vote sous certaines conditions aux gens qui résident à l'extérieur. Voter à l'étranger, c'est toujours compliqué. Oui. Non, mais on est d'accord. Ça a au moins permis l'élection de 8 députés de notre ami Zoé Konstantopoulou. Zoé est rentrée au Parlement cette fois, mais si tu veux, il faut voir ce qu'est la représentation politique aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une droite qui est hégémonique. C'est-à-dire que le parti de droite a fait plus de 40% des voix, et puis à sa droite, il y a trois partis de droite radicale
qui sont entrés au Parlement, dont les héritiers d'Aube dorée, qui s'appellent aujourd'hui les Spartiates, et qui sont donc si tu veux, on a un pays qui dans la désillusion créée par Syriza a viré à droite d'une manière assez massive. Et aujourd'hui, on a des droites qui sont autour de 53-54%, et des gauches qui sont atomisées. Alors là, la nouveauté, c'est qu'après ces élections-là, Syriza a dégringolé, hein, parce que là, cette fois, il y a eu une sanction extrêmement forte. Ils ont fait ils ont un Golden Boy Trader. Voilà, ils ont fait moins de 18%. Et donc Tsipras a fini par démissionner, et cet électorat de Syriza, qui reste fidèle à Syriza, n'a rien trouvé de mieux que d'aller chercher un Golden Boy de Goldman Sachs, qui a passé plus de temps aux États-Unis qu'en Grèce, qui parle grec très mal, qui, pendant sa campagne électorale au parti, a parlé de la République de Chypre, de la République du Nord de Chypre, comme d'un État normal, alors que c'est un État non reconnu, ce qui a fait un scandale. Et donc là, il a dit oui, mais c'est parce que je parle encore moins grec, mais je vais apprendre, et dans 3 mois, je ferai plus ce genre de... C'est un Stéphane Séjourné, quoi. Alors, c'est très proche, en fait. Alors, il est gay, donc voilà, tout le monde est ravi que... Moi aussi, hein, je suis homosexuel, mais bon, si tu veux, ce transfert du choix, comment dire, du choix de vie, du choix de sexualité, comme un argument politique, me paraît totalement stupide. C'est une tragédie d'une partie de la gauche partout. D'ailleurs, en France, la France insoumise, dont d'ailleurs tu avais dédicacé le livre, oui, en espérant que ça servirait à Mélenchon. Je disais, c'était l'époque Mélenchon a réussi à trahir même sans prendre le pouvoir. Voilà, à l'époque, Mélenchon venait de publier le Aaron Bismarck. C'est ça. Et à un endroit, je dis encore un effort, camarade Mélenchon. Il est parti. Il est passé parti d'autres horizons. Et donc, le changement de l'Europe de l'intérieur. Alors, si tu veux, donc là, Kasselakis, donc qui est le nouveau chef de Syriza, est en train de finir comment dire, l'aggiornamento. Non, il est en train d'achever Syriza. Oui. C'est-à-dire que là, dans les derniers sondages, le PASOK est repassé devant Syriza. Et Syriza est maintenant talonné par le vieux parti communiste orthodoxe qui n'ont pas bougé. Ils sont restés staliniens. Ils sont restés en 49. Voilà. Ils ont réhabilité Staline, etc. Donc ils sont en train de remonter. Et aujourd'hui, le secrétaire général du Parti communiste est le personnage le plus populaire après le Premier ministre. Donc, mais alors, en même temps, si tu veux, on a plus de 50% de gens qui se disent mécontents du gouvernement. Mais ils se disent mécontents du gouvernement, mais en même temps, il y a pas d'offre politique qui correspond. Sinon, effectivement. Parce qu'une figure comme qu'est-ce qui empêche, parce que bon, évidemment, moi, ça m'intéresse personnellement, ça nous intéresse en tant que mouvement de voir Sarah Wagenknecht en Allemagne, qui est une sorte de gauche. C'est un autre pays, mais une sorte de gauche républicaine qui s'intéresse aux questions d'immigration, de sécurité, de régalien, et qui revient à ce qu'a été la gauche antérieure. Zoé Konstantopoulou, c'est un peu ça. Puis elle a eu le courage, alors qu'elle était dans le cercle dirigeant, elle était quand même patronne de la Voulie. La Voulie est dans le Parlement grec. La présidente du Parlement. Elle a dit non, je ne vais pas trahir mes idéaux. Elle continue à travailler sur l'audit de la dette, qui est sa grande marotte. Les marottes, quand je dis marotte, c'est légitime, c'est un très beau travail parfaitement nécessaire sur la légitimité de la dette grecque.
Est-ce que des figures comme ça, qui n'ont pas trahi, qui sont quand même connues, qui ont maintenu un cap, elle a eu un petit succès, parce que ils ont un système électoral qui permet que de la proportionnelle d'avoir des élus, mais... Il faut 3% des voix au niveau national pour rentrer, c'est une proportionnelle intégrale, régionale, avec une prime au premier parti pour faciliter l'obtention d'une majorité. C'est un système électoral assez intelligent. Oui. Que Syriza avait dénaturé parce qu'ils ont enlevé la prime, ils avaient enlevé la prime au parti arrivé en tête, ce qui fait que ils ont rendu la Voulie ingouvernable. Et donc, il y avait dans la Constitution, il y a un article qui dit que si on change la loi électorale, le changement de loi électorale ne peut arriver que pas à l'élection suivante, mais à l'élection d'après. C'est-à-dire que pour empêcher les combines et les changements de loi électorale de circonstances. Et donc en fait, il y a eu 2 élections cet été parce que la première élection n'a pas donné de majorité. Entre-temps, le gouvernement conservateur avait modifié la loi électorale et donc c'est la nouvelle loi électorale avec la prime qui a eu lieu, qui est rentrée en vigueur en juin. Alors pourquoi Zoé? D'abord, elle a obtenu plus de 3%, elle est rentrée au Parlement. Avec 8 députés. À la place de l'ancien ministre des Finances de Tsipras, qui lui avait eu des... Varoufakis, qui lui avait eu des députés à la précédente législature, mais qui cette fois n'a pas obtenu les 3%. Si tu veux, Zoé Constantopoulou, elle suscite à la fois un grand enthousiasme de la part de ses partisans, parce que elle a un caractère, un parler vrai, une vitalité qui font de très forts attachements de la part de ces militants. On en a quelques-uns dans l'île, dans ma petite île de 1000 habitants. Si tu veux, là, pour ces élections, on n'avait que des affiches du KKE, c'est-à-dire du vieux parti communiste, et des affiches de Zoé. Les autres étaient inexistants. Donc elle a une vraie force militante derrière elle, et elle a un vrai... Et en même temps, elle est considérée par beaucoup de Grecs, c'est encore une société très marquée par le patriarcat, comme parlant comme une femme ne devrait pas parler. Et donc... elle a beaucoup subi d'Avani. Oui. Plusieurs fois, j'ai dit aux gens, mais Zoé, elle est folle. C'est beaucoup des choses qu'on entend. Donc, si tu veux, il y a un aspect à la fois où elle a une grande puissance d'attirance, et en même temps, elle a une... Et puis alors, derrière, si tu veux, il y a aussi le fait que les gens qui ont été déçus par Syriza ne croient plus en rien. C'est-à-dire que ils ne veulent plus se laisser prendre, entre guillemets. Et donc, alors, si tu veux, tu as eu plusieurs scissions de Syriza. Il y a eu Zoé, il y a eu les autres, la Fazanis, etc., qui ont formé Unité Populaire, qui a quasiment disparu c'est rien, hein, Et puis là, quand Kasselakis est arrivé, il y a quelques députés et sa concurrente à l'élection interne qui viennent de quitter le parti pour former un parti qui s'appelle Nouvelle Gauche.
qui a aucune originalité, parce que de toute façon, ils disent rien sur l'Union européenne, et puis la dame en question, elle était ministre du Travail de Tsipras, c'est elle qui a fait toutes les lois qui ont balayé les conventions collectives, le droit du travail, etc., etc. Donc, si tu veux, alors il y a un délitement de Syriza de l'intérieur et de l'extérieur, mais en même temps, pour l'instant, il n'y a pas de recoagulation de l'électorat syrien, parce que je pense qu'il y a, si tu veux, une grande désaffection par rapport à la capacité de changer quelque chose. Et donc ces gens ne veulent plus ne veulent plus se laisser prendre, entre guillemets. Et c'est dommage, parce que moi je pense que Zoé, justement, elle est dans ce patriotisme social. Je dirais, elle a pris des positions au moment du débat sur la Macédoine, etc., qui la rapprochait des patriotes. Comme Théodorakis d'ailleurs, qui était une grande figure de la gauche historique grecque, et en même temps elle a cette fibre sociale de critique de l'Union européenne, etc., qui font qu'elle voilà. Puis elle a des problèmes internes aussi. Il y a deux députés. Surtout surtout c'est une ligne qui est sérieuse, parce ce que tu décris, l'analyse globale de ce qu'est l'Union européenne, mais très concrètement, c'est toujours intéressant de montrer aux gens, par tout ce que tu viens de dire sur la Grèce, voilà à quoi ça mène. Oui, bien sûr. Les gens ne voulaient pas ça, on n'a pas respecté la démocratie, puis on leur a impliqué tout ce qui devait les sortir censément de la crise et payer la dette. Le résultat des courses, c'est un champ de ruines. Ah, c'est un champ de ruines. Donc, c'est un champ de ruines économique. Voilà où ça mène. C'est un champ de ruines économique, c'est un champ de ruines social, et c'est un champ de ruines politique. C'est un champ de ruines politique aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, t'as une droite hégémonique qui est là pour je sais pas combien de temps, parce que si tu veux, aujourd'hui, t'as trois gauches qui sont à peu près entre 8 et 12%, et qui ne veulent pas gouverner ensemble, qui excluent tout ça. T'as une droite à 40%, et puis t'as des petits partis de droite radicale, extrême, dont un vraiment qu'on peut qualifier de... Enfin bon, les Spartiates, si tu veux, Aube dorée, c'était vraiment des crétins nazis, quoi. Donc, alors les Spartiates sont un peu moins ridicules, mais on a une droite qui est aujourd'hui hégémonique, et dont le seul programme, c'est de continuer. Donc, alors si tu veux, en Grèce, les conflits de la guerre civile restent très vivants. Les césures restent très vivantes. Donc tu as des familles de droite qui ne voteront jamais à gauche, ou qui ont voté à gauche une seule fois pour le référendum. Enfin, à gauche. Elles ont voté contre ce que leur disait le parti de droite. Mais sinon, cette droite reste fidèle à ses engagements électoraux. Puis tu as une gauche qui est en déshérence, c'est-à-dire qu'il y a plus rien. Alors il y a le vieux parti communiste, mais ce vieux parti communiste ne peut pas rassembler plus que 8-10%, c'est ses os, voilà. Et l'alchimie politique qu'avait réussi Syriza, c'est fini. Le PASOK relève un peu la tête, mais je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Et donc, si tu veux, on a aujourd'hui un jeu politique qui est totalement stérile. Bon, merci l'Union européenne, ils ont fait de la Grèce un champ de ruines. Voilà. Alors dis-moi, il y a encore énormément de sujets qu'on aurait pu aborder. On a l'Arménie,
Sur l'Arménie, il faut quand même dire une chose. La volonté hégémonique c'est-à-dire qu'il faut quand même dire que von der Leyen est allé lécher les babouches d'Aliyev 6 mois entre deux phases du nettoyage ethnique, sous prétexte qu'on veut pas acheter du gaz sale à Poutine. On est allé acheter du gaz sanglant à Aliyev. Qui de toute façon fait transiter du gaz russe en prenant il a augmenté de 40% sa production, en prenant son gros pourboire donc si tu veux là on est aussi dans l'immonde de ce que fait l'Union européenne aujourd'hui au niveau géopolitique. Et quand on nous dit que l'Europe est un système de valeurs, nanana, je veux dire, ce marché avec Aliyev est non seulement imbécile sur le plan économique, mais il est honteux sur le plan géopolitique. Honteux. Et ça nous amène scandaleux. Ça nous amène à des paradoxes, parce qu'on a reçu ici Jean-Pierre Sakoun, président d'Unité laïque, et qui est celui qui a l'initiative de l'entrée de Manouchian au Panthéon. Donc on va avoir la même année, l'année de l'Arménie, l'entrée de Manouchian en tant que résistant français au FTP Moy au Panthéon, ce qui est une excellente chose, et en même temps fermer les yeux sur un nouvel nettoyage ethnique, alors que Manouchian s'est retrouvé en France parce qu'il avait fui le massacre du génocide de 1915. Le génocide de 1915. Donc on a vraiment une Europe qui marche totalement sur la tête. Et en même temps, si tu veux, on a aujourd'hui en Allemagne, je sais plus où, le gouvernement allemand qui a décidé de supprimer un mémorial au génocide arménien. Ah bon? Et oui, je sais plus si c'est à Francfort ou dans une grande ville allemande, parce que communauté turque. Oui, parce que la communauté turque a fait des pressions pour qu'on supprime ce mémorial. Donc si tu veux, on est là. Alors, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais si tu veux, on a une instrumentalisation par le régime islamiste et pan-turc d'Erdogan des communautés turques immigrées en Europe occidentale, qui est aujourd'hui extrêmement dangereux. On l'a vu quand il y a eu la première phase du nettoyage ethnique en Artsakh, où on a eu ici en France des bandes de Turcs d'origine qui ont appelé dans les rues de Dijon notamment à l'assassinat de nos compatriotes arméniens d'origine arménienne. On a eu des tas de mémoriaux qui ont été vandalisés, etc. Et le gouvernement et les pouvoirs locaux sont d'une extrême impuissance et non-volonté d'agir contre ces agissements. Il faut savoir aujourd'hui que les consulats turcs organisent des écoles dans lesquelles on mime des batailles du XVIe siècle, où on déguise les petits Turcs en combattants ottomans, tuant du chrétien. Moi, j'ai des collègues dans la banlieue de Lyon, des collègues d'histoire, qui m'ont dit que quand ils parlaient du traité de Lausanne, ils avaient des Turcs qui se levaient pour dire « mais le traité de Lausanne est caduc ». Donc il y a une instrumentalisation, il y a une pénétration par les organismes sur le modèle des frères musulmans, par les associations caritatives liées à l'AKP et liées à ces alliés ultranationalistes du Parti d'Action Nationale qu'on appelait autrefois les loups gris, ou dont la bande, la main armée s'appelle les loups gris, qui sont extrêmement implantés en Allemagne, en Belgique considérablement, en France dans les endroits où il y a des communautés turques, et en Autriche. Le seul gouvernement qui réagit pour l'instant, c'est le gouvernement autrichien, qui, après les attentats, après un certain nombre d'attentats,
a pris un certain nombre de mesures vis-à-vis de ces communautés turques. Mais ailleurs, on a aujourd'hui un danger intérieur. On a aujourd'hui des communautés turques qui sont extrêmement perméables et comment dire, qui répondent aux sollicitations du gouvernement turc et de ses alliés, du Parti d'Action Nationaliste. Donc là, si tu veux, je pense qu'il y a un moment où on va se réveiller également avec des problèmes qu'on n'aura pas vu venir. Mais on est un certain nombre à alerter là-dessus. Géopolitiquement, on a une pression en Méditerranée orientale, en Libye, contre les Kurdes qui nous ont aidés à... Il y a un impérialisme turc, c'est-à-dire que, si tu veux, le principe de Kemal, c'était l'acceptation des frontières après le traité après le traité de Lausanne, dont on a fêté le centenaire, on a célébré le centenaire l'année dernière. Mais Erdogan remet en cause en permanence ces frontières. Il le remet en cause en Syrie et en Irak, où il occupe une partie du territoire. Il le remet en cause en Libye, où il maintient le gouvernement de Tripoli, islamiste comme lui, qui ne tient que par l'aide militaire turque. Il occupe Chypre, il occupe le nord de Chypre, il conteste la souveraineté sur les îles, sur de nombreuses îles de la mer Égée. J'en sais quelque chose, puisque comme comme tu le disais tout à l'heure, je vois la Turquie de mes fenêtres. Donc, alors, il y a les bateaux turcs qui passent. En ce moment, c'est calme. Mais à une époque, en tout cas. Mais on a régulièrement des violations de l'espace aérien et maritime. Pendant la crise de 2020, on avait tous les matins un bateau turc qui rentrait dans les eaux territoriales, pas dans la zone économique exclusive, mais dans les eaux territoriales grecques au large de Bodrum, qui faisait le tour de l'île de Kos par l'ouest et qui ressortait devant mes fenêtres avec les canons prêts à tirer, etc. Donc, si tu veux, il y a tout un système d'intimidation, de provocation. Il y a une volonté d'unir les peuples turcophones d'Asie centrale. Il y a une pénétration en Afrique. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan d'Aliyev n'aurait rien réussi sans le soutien turc. Bien sûr, c'était des généraux turcs qui ont dirigé l'opération militaire. Très récemment, mais j'ai une amie qui a participé à la commission d'enquête la commission d'historiens sur le génocide au Rwanda, elle m'a raconté, et je crois que c'est dans Le Monde hier ou avant-hier qui a confirmé ça. La Turquie a fait enlever les panneaux du génocide arménien dans les mémoriaux du Rwanda, parce qu'ils donnent de l'argent. Le Rwanda, qui est un des pays les plus catholiques, voit aujourd'hui se construire des mosquées turques qui sont financées par la Turquie. Ils ont pris le contrôle de la gestion d'un certain nombre d'aéroports en Afrique. Donc, si tu veux, là aussi, le reflux de la France du fait des politiques de l'Union européenne, il y a une pénétration russe, mais il y a également une pénétration turque. Et une pénétration turque qui s'accompagne d'une politique d'islamisation sur le modèle des frères musulmans, qui est le modèle de l'AKP au pouvoir depuis maintenant 20 ans. Donc, si tu veux, on ferme les yeux sur tout ça, mais c'est aujourd'hui, tu veux, ils sont assez puissants économiquement pour dire au gouvernement du Rwanda: vous enlevez les panneaux sur le génocide arménien, parce qu'il n'y a pas de génocide arménien, ça n'existe pas. Et le gouvernement du Rwanda s'exécute. Donc, si tu veux, ça en dit long sur cette politique d'Erdogan, alors, d'un autre côté, il a une économie extraordinairement fragile, parce que... Avec une grosse inflation.
avec une grosse inflation à 3 chiffres, et avec une dévaluation phénoménale de la monnaie qui ne cesse de s'effondrer, et des réserves de change qui ne cessent de s'effondrer. Mais pour l'instant, ça tient. On verra combien de temps, là, encore. Mais voilà. Bon, écoute, Olivier Delorme, merci pour d'être venu, encore une fois, d'aussi loin. On a profité de ton passage pour d'autres raisons à Paris. Merci de nous convaincre qu'il y a encore au moins 30 raisons pour quitter l'Union européenne ou la saborder. On pourrait le refaire avec quelques-unes de plus. 42 raisons. 42. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'à là, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Vos commentaires sont importants. À la partager. Parce que cette expérience qu'a Olivier, en particulier de la Grèce, et cette analyse sur l'Union européenne sont importantes, donc partagez la vidéo. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans l'état des finances grecques, eh bien, vous avez le petit lien en dessous de la vidéo où vous pouvez cliquer et nous faire un don de 5 € que nous utiliserons pour continuer à combattre cette Union européenne oligarchique. Allez, à bientôt. Merci encore, Olivier. Merci, Georges. Et bon retour sur ton île grecque.